Ils sont parmi nous. Des adultes qui marchent, parlent et fonctionnent, mais dont l'enfance a été arrachée comme une page déchirée d'un livre inachevé. Aujourd'hui, 73% des troubles psychologiques chez l'adulte trouvent leurs racines dans une blessure d'enfance non cicatrisée. Un enfant sur 4 vit une situation qui vole son droit d'être simplement un enfant. Chaque seconde, quelque part, une âme immature est forcée de grandir trop vite. Une statistique qu'on préfère ignorer, enfouie dans l'ombre de notre conscience collective. Bienvenue dans les profondeurs de l'enfance volée. Qu'arrive-t-il réellement lorsqu'un être humain est privé de la phase essentielle où son esprit devrait apprendre à jouer, à rêver, à explorer sans la lourdeur des responsabilités d'adulte? Ce n'est pas simplement une période manquante dans un album photo de famille. C'est une amputation psychologique dont les conséquences se propagent comme un poison silencieux tout au long de l'existence. L'enfance n'est pas un luxe. C'est un droit fondamental, un besoin neurologique absolu. Quand elle est volée, ce n'est pas seulement le passé qui est affecté, mais l'avenir entier qui se réécrit dans l'ombre d'une blessure originelle. Nous allons explorer ensemble un territoire sombre que la psychologie moderne commence à peine à cartographier avec précision. La métamorphose forcée de l'enfant en pseudo-adulte. Un processus de transformation contre nature qui crée des êtres fonctionnels en apparence, mais fracturés dans leur fondation même. Dans les couloirs silencieux de cabinets de thérapeutes du monde entier, ils se présentent avec des symptômes variés. Dépression, anxiété, troubles de l'attachement, difficultés relationnelles. Mais derrière ces manifestations diverses se cache souvent la même ombre, celle d'une enfance qui n'a jamais été vécue pleinement. Ce phénomène a un nom dans la littérature psychologique contemporaine, la parentification. Mais cette terminologie clinique ne capture pas l'horreur silencieuse de ce qui se produit réellement, une inversion contre nature des rôles, où l'enfant devient le protecteur, le pourvoyeur, le confident, le soignant, l'adulte de substitution, dans un système familial dysfonctionnel. L'enfant parentifié est comme un acteur jeté sur la scène de la vie adulte, sans répétition, sans script, sans filet de sécurité. Il joue un rôle pour lequel son cerveau en développement n'est fondamentalement pas équipé. Et ce n'est pas une performance temporaire, c'est une identité forcée qui s'imprime dans les circuits neuronaux en formation, créant des schémas qui persisteront bien au-delà de l'enfance elle-même. Imaginez un instant un édifice dont les fondations n'auraient jamais été correctement coulées, mais sur lequel on continuerait pourtant à construire étage après étage. De l'extérieur, la structure peut sembler imposante, peut-être même impressionnante par sa hauteur. Mais à l'intérieur, les fissures se propagent, invisibles mais omniprésentes, menaçant l'intégrité de l'ensemble à chaque nouvelle pression, à chaque nouvelle tempête. Cette métaphore architecturale illustre parfaitement ce qui se passe dans le développement psychique d'un enfant privé de son droit à l'insouciance, à l'exploration ludique, à l'erreur sans conséquences graves, en somme, à l'enfance elle-même. Les étages supérieurs de la personnalité adulte s'élèvent, mais sur un fondement instable, créant une structure psychique vulnérable aux effondrements, même des décennies plus tard. La parentification prend différentes formes, chacune laissant sa propre cicatrice distinctive. Il y a la parentification instrumentale, où l'enfant assume des responsabilités physiques, pratiques, devenir le cuisinier, le ménager, le gardien des frères et sœurs plus jeunes. Puis il y a la parentification émotionnelle, peut-être plus insidieuse encore, où l'enfant devient le confident, le thérapeute de facto, le soutien émotionnel du parent lui-même. Dans les cas les plus sévères, nous observons la parentification complète. L'enfant devient le pivot central autour duquel tout le système familial tourne, inversant totalement la hiérarchie naturelle qui devrait exister pour son développement sain. Ce qui rend ce phénomène particulièrement pernicieux, c'est qu'il se produit souvent sous le voile d'une apparente normalité. L'enfant, si mature pour son âge, tellement responsable, un vrai petit adulte, ses compliments superficiels masquent une réalité bien plus sombre, celle d'un être privé des expériences fondamentales nécessaires à son développement neurologique et émotionnel optimal. Les neurosciences nous révèlent aujourd'hui l'ampleur du préjudice. Le cerveau d'un enfant n'est pas simplement une version miniature de celui d'un adulte. C'est un organe en développement actif, dont les différentes régions mûrissent selon un calendrier précis, génétiquement programmé. Le cortex préfrontal, siège de la planification, du jugement, de la régulation émotionnelle, ces capacités qu'on exige prématurément de l'enfant parentifié, n'achève son développement qu'au milieu de la vingtaine. Forcer un enfant à utiliser des structures cérébrales qui ne sont pas encore pleinement formées crée un stress neurologique chronique qui peut littéralement recabler le cerveau. Des études d'imagerie cérébrale montrent des modifications structurelles dans l'amygdale, l'hippocampe et d'autres régions liées au stress et à la mémoire chez les adultes qui ont subi une parentification sévère durant l'enfance. Le prix de cette enfance volée s'étend bien au-delà de l'enfance elle-même. Comme un écho sinistre qui résonne à travers les décennies, ces effets se manifestent dans chaque relation, chaque choix,
chaque moment de vulnérabilité. L'adulte qui a été parentifié porte en lui une fatigue existentielle particulière, celle d'avoir commencé à porter le poids du monde bien avant que ses épaules ne soient formées pour le soutenir. Derrière le masque de compétence, de résilience, de force que beaucoup de ces individus développent comme mécanisme de survie, se cache souvent un vide profond, l'absence d'un stade de vie fondamental, qui n'a jamais été pleinement vécu et qui ne peut jamais être complètement récupéré. Un miroir obscurci qui reflète non pas qui ils sont vraiment, mais qui ils ont dû devenir pour survivre. Dans les profondeurs de la psyché humaine se cache un secret troublant que peu osent examiner frontalement. Le phénomène de l'enfant forcé d'abandonner son enfance, une aberration développementale qui déforme l'architecture même de l'âme. Ce n'est pas simplement une anomalie passagère, mais une restructuration fondamentale de l'identité naissante. Pour comprendre véritablement ce phénomène, nous devons plonger dans les abysses de ce que signifie être privé du droit fondamental à l'immaturité nécessaire. L'enfance n'est pas qu'une simple période chronologique, c'est un creuset neurologique et psychologique où se forgent les fondations de l'être. Quand cette phase est interrompue ou corrompue, ce n'est pas simplement un chapitre manquant dans le livre d'une vie, mais une distorsion qui affecte chaque page qui suit. Imaginez un instant un arbre dont les racines seraient constamment exposées au vent et au soleil, forcé de remplir le rôle des branches avant même d'avoir pu s'ancrer profondément dans le sol nourricier. Cet arbre pourrait survivre, pourrait même sembler s'adapter, mais sa croissance serait fondamentalement déformée, créant une structure instable, vulnérable aux tempêtes de la vie. Voilà l'image parfaite de l'enfant qui n'a pas pu être enfant. La parentification, ce terme clinique qui décrit le processus par lequel un enfant est contraint d'assumer des responsabilités et des rôles normalement réservés aux adultes, n'est pas simplement un fardeau temporaire. C'est une inversion contre nature de l'ordre développemental qui crée ce que j'appellerais une identité palimpseste, une personnalité adulte écrite par-dessus une enfance effacée mais jamais complètement disparue, dont les traces fantômes influencent chaque pensée, chaque émotion, chaque relation. Dans les cas les plus sévères, nous observons ce que la psychologue Alice Miller nommait le drame de l'enfant doué. Ces enfants qui développent une hypersensibilité précoce aux besoins émotionnels des adultes qui les entourent, au détriment catastrophique de leurs propres besoins développementaux. Ils deviennent des virtuoses de l'adaptation, des experts en détection des humeurs et des désirs des autres, sacrifiant leur propre exploration identitaire sur l'autel des besoins parentaux. Cette hypermaturité apparente masque souvent une immaturité émotionnelle profonde dans certains domaines cruciaux. C'est l'enfant de 8 ans capable de gérer le budget familial, mais incapable de jouer librement. L'adolescent qui conseille sa mère sur ses problèmes conjugaux, mais qui ne sait pas comment former ses propres relations saines avec ses pairs. C'est le paradoxe central de l'enfance volée. Une maturité de façade qui cache des lacunes développementales profondes. La neurobiologie interpersonnelle, champ d'études pionnier développé par le docteur Daniel Siegel, nous offre une perspective fascinante sur ce phénomène. Selon ses recherches, le cerveau humain se développe littéralement en relation avec d'autres cerveaux. Ce qu'on appelle l'esprit relationnel nécessite des interactions spécifiques à chaque stade de développement. Lorsqu'un enfant est forcé d'entrer en relation, non pas comme un enfant avec un adulte qui prend soin de lui, mais comme un pseudo-adulte avec un adulte en besoin, les circuits neuronaux qui se forment sont fondamentalement différents. Ces connexions neuronales atypiques créent ce que les neuroscientifiques appellent désormais des adaptations neurodéveloppementales. Le cerveau s'adapte, certes, mais au prix d'un développement optimal. Les circuits liés à la vigilance, à l'hyper-responsabilité, à l'anticipation des besoins des autres s'hypertrophient, tandis que ceux liés au jeu, à l'exploration sans but, à la prise de risque saine s'atrophient. C'est une reconfiguration neurobiologique dont les effets se feront sentir bien au-delà de l'enfance elle-même. Les recherches de Bruce Perry, psychiatre spécialisé dans le trauma développemental, démontrent que cette reconfiguration peut aller jusqu'à modifier les voies neurobiologiques de la réponse au stress. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ce système complexe qui régule notre réaction au danger, peut être calibré de façon permanente à un niveau d'hypervigilance chronique. L'enfant parentifié vit dans un état d'alerte constante, son système nerveux perpétuellement préparé pour la prochaine crise à gérer, le prochain besoin parental à satisfaire, la prochaine responsabilité à assumer. Cette hyperactivation chronique du système de stress a des conséquences physiologiques profondes. Des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress, pendant les périodes critiques du développement, peuvent littéralement sculpter l'architecture cérébrale, affectant la densité synaptique dans des régions essentielles comme l'hippocampe, crucial pour la mémoire, et le cortex préfrontal, siège du jugement et de la régulation émotionnelle. Ce qui rend cette situation particulièrement perverse, c'est que ces enfants développent souvent un attachement paradoxal à leur rôle parentifié. Il devient une part intégrante de leur identité naissante, une source de valorisation et de sens dans un environnement familial chaotique.
je suis celui qui prend soin des autres, devient non pas simplement ce qu'ils font, mais qui ils sont fondamentalement. Cette fusion entre fonction et identité crée ce que les psychanalystes appellent un faux self, une construction identitaire organisée non pas autour des désirs, talents et inclinations authentiques de l'individu, mais autour des besoins du système familial dysfonctionnel. Winnicott, psychanalyste britannique pionnier, décrivait comment ce faux self se développe comme une structure protectrice autour du vrai self vulnérable et non développé. C'est une armure psychique qui permet la survie immédiate, mais entrave le développement authentique. L'enfant parentifié devient expert dans l'art d'être ce que les autres ont besoin qu'il soit, au prix catastrophique de ne jamais découvrir qui il pourrait être authentiquement. Et voilà peut-être la blessure la plus profonde de l'enfance volée, l'aliénation de soi-même. Comment peut-on se connaître quand on n'a jamais eu l'espace sécurisé nécessaire pour explorer, essayer, échouer, recommencer, ce laboratoire existentiel qui est supposé être l'enfance ? Comment peut-on développer un sens cohérent de soi quand chaque instinct, chaque émotion, chaque désir a été subordonné aux besoins du système familial ? Cette question d'identité devient particulièrement aiguë à l'adolescence et au début de l'âge adulte, période normalement consacrée à l'individuation et à la séparation. L'adulte émergent qui a été parentifié se retrouve souvent dans un vide existentiel déconcertant. Sans le rôle de petit adulte, qui est-il vraiment ? Sans les crises familiales à gérer, quel est son but ? Sans les besoins des autres à satisfaire, quels sont ses propres désirs ? C'est ici que nous observons souvent l'émergence de ce que la psychothérapeute Joyce Webb appelle le syndrome du vide émotionnel, une sensation profonde d'absence intérieure, comme si une pièce essentielle du puzzle identitaire manquait. Ce vide peut mener à une quête désespérée de remplissage à travers diverses dépendances, au travail, aux relations, aux substances, n'importe quoi pour éviter la confrontation avec ce gouffre intérieur. La psychologie analytique jungienne offre une perspective particulièrement éclairante sur ce phénomène, à travers le concept de l'enfant intérieur blessé. Jung reconnaissait que ces parties de nous-mêmes qui n'ont pas été autorisées à se développer normalement ne disparaissent pas simplement. Elles sont reléguées dans l'ombre, dans l'inconscient, d'où elles continuent d'influencer notre vie de façon mystérieuse et souvent dysfonctionnelle. L'enfant intérieur de l'adulte parentifié reste figé dans un état de besoin non reconnu, de douleur non exprimée, de développement arrêté. Et pourtant, paradoxalement, c'est dans la reconnaissance et la récupération de cet enfant intérieur que réside peut-être le plus grand potentiel de guérison. Comme le disait Jung lui-même, dans chaque adulte se cache un enfant éternel, toujours en devenir jamais complet, qui appelle constamment attention et éducation. Cette perspective nous offre une lueur d'espoir dans les ténèbres de l'enfance volée. Si l'enfant intérieur n'a pas disparu, mais a simplement été relégué dans l'ombre, alors un chemin de réintégration et de guérison devient possible. Difficile, douloureux, mais possible néanmoins. Dans les laboratoires de neurosciences les plus avancés du monde, une révolution silencieuse est en train de se produire. Des cerveaux d'adultes, cartographiés par IRM fonctionnelle et tractographie, révèlent les cicatrices invisibles d'une enfance volée. Ce ne sont pas des métaphores, mais des altérations structurelles et fonctionnelles bien réelles, gravées dans la matière même qui constitue notre conscience. L'université de Harvard, à travers son centre sur le développement de l'enfant, a publié des données révolutionnaires qui transforment notre compréhension de ce phénomène. Le docteur Charles Nelson et son équipe ont démontré comment le stress toxique chronique, celui qui submerge un enfant sans le soutien adéquat d'adultes bienveillants, peut littéralement reconfigurer l'architecture cérébrale en développement. Ce n'est pas simplement une théorie abstraite. C'est une réalité neurobiologique observable. Imaginez un instant un cerveau en développement comme une forêt luxuriante, où des sentiers se forment en fonction de l'usage. Les chemins fréquemment empruntés deviennent des routes larges. Ceux rarement utilisés s'atrophient et disparaissent. Chez l'enfant parentifié, forcé d'utiliser prématurément des capacités cérébrales, normalement réservées à l'adulte, certains chemins neuronaux s'élargissent de façon anormale, tandis que d'autres, ceux liés au jeu, à l'exploration, à l'insouciance, s'étiolent faute d'utilisation. Les travaux du neuroscientifique Bruce McEwen sur l'allostasie et la charge allostatique offrent une perspective fascinante sur ce phénomène. L'allostasie, la capacité du corps à maintenir sa stabilité à travers le changement, est un processus adaptatif essentiel. Mais lorsque les systèmes allostatiques d'un enfant sont constamment activés par des responsabilités écrasantes, une charge allostatique s'accumule, entraînant des changements épigénétiques qui peuvent modifier l'expression des gènes liés à la réponse au stress. Ces modifications épigénétiques constituent peut-être l'aspect le plus troublant de cette recherche. L'enfance volée ne laisse pas seulement des cicatrices psychologiques, elle peut littéralement altérer la façon dont notre ADN s'exprime.
Les travaux de Moshe Sif à l'université McGill démontrent comment les expériences précoces de stress peuvent méthyler certains gènes, éteignant certaines expressions génétiques bénéfiques et allumant d'autres, nuisibles, créant ainsi un profil biologique unique de vulnérabilité qui peut persister tout au long de la vie. L'Institut national de la santé mentale aux États-Unis a récemment publié une série d'études longitudinales qui confirment ces hypothèses. Les adultes qui ont été parentifiés durant l'enfance présentent des patterns d'activation cérébrale distinctifs lors de tâches impliquant la régulation émotionnelle. Leur amygdale, ce centre cérébral d'alerte et de réaction émotionnelle, montre une hyperréactivité chronique, tandis que les connexions inhibitrices du cortex préfrontal sont souvent affaiblies, créant un déséquilibre neurologique qui prédispose à l'anxiété et aux troubles de l'humeur. Ce qui est particulièrement fascinant dans ces recherches, c'est la façon dont elles révèlent la spécificité des adaptations neurologiques. Ce ne sont pas des dommages aléatoires, mais des adaptations précises à un environnement particulier. Le cerveau de l'enfant parentifié devient extraordinairement efficace dans certaines fonctions. L'anticipation des besoins des autres, la lecture des signaux émotionnels subtils, la gestion de responsabilités complexes. C'est une spécialisation neurologique qui aurait pu être avantageuse dans l'environnement familial dysfonctionnel d'origine, mais qui devient maladaptative dans le monde plus large. Les travaux de Stephen Porges sur la théorie polyvagale apportent un éclairage supplémentaire sur ce phénomène. Son modèle du système nerveux autonome comme un système à 3 niveaux, le complexe vagal ventral, engagement social, le système sympathique, mobilisation, et le complexe vagal dorsal, immobilisation, nous aide à comprendre pourquoi tant d'adultes anciennement parentifiés oscillent entre une hypervigilance anxieuse et des états de dissociation profonde. Leur système nerveux autonome, calibré dans un environnement où il devait constamment être en alerte pour les besoins des autres, reste bloqué entre mobilisation défensive et effondrement. Les recherches en neuroimagerie de la Dr. Ruth Lanius, à l'Université Western Ontario, montre des différences significatives dans les réseaux de mode par défaut, ces configurations d'activation cérébrale qui se produisent lorsque nous ne sommes pas engagés dans une tâche spécifique, chez les personnes ayant subi des traumatismes développementaux comme la parentification. Ces différences affectent la conscience de soi, la mémoire autobiographique et la capacité à se projeter dans l'avenir, tous des aspects fondamentaux de notre expérience subjective. Les implications de ces découvertes sont profondes. Elles suggèrent que l'enfance volée n'est pas simplement une expérience subjective douloureuse, mais une réalité neurobiologique objective qui altère fondamentalement la façon dont le cerveau traite l'information, régule les émotions et forme des relations. La bonne nouvelle, cependant, est que la neuroplasticité, cette capacité remarquable du cerveau à se réorganiser, persiste tout au long de la vie. Les chemins neuronaux forgés dans la douleur d'une enfance volée peuvent être remodelés, même si ce processus est long et exigeant. Les recherches de Richard Davidson à l'Université du Wisconsin démontrent comment des pratiques comme la méditation de pleine conscience peuvent, avec le temps, renforcer les connexions préfrontales inhibitrices et calmer l'hyperactivité de l'amygdale. Les travaux de Bessel van der Kolk sur le trauma développemental suggèrent que des approches incorporant le corps, comme le yoga thérapeutique ou la thérapie sensorimotrice, peuvent aider à recalibrer un système nerveux autonome dysrégulé. La thérapie EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, initialement développée pour le traitement du TSPT, s'est avérée particulièrement efficace pour adresser les souvenirs traumatiques liés à la parentification précoce. Cette approche, qui utilise la stimulation bilatérale pour faciliter le traitement neurologique des expériences traumatiques, peut aider à désamorcer la charge émotionnelle associée aux souvenirs de responsabilités écrasantes et de besoins non satisfaits. Au-delà de ces approches spécifiques, les recherches en neurosciences affectives soulignent l'importance cruciale des relations réparatrices. Le travail de Louis Cozzolino sur la neuroscience des relations humaines démontre comment des relations thérapeutiques sécurisantes peuvent littéralement réorganiser les circuits neuronaux d'attachement. Pour l'adulte anciennement parentifié, dont les modèles relationnels précoces ont été distordus par l'inversion des rôles, ces nouvelles expériences relationnelles peuvent offrir une correction neurobiologique profonde. La sagesse des traditions contemplatives anciennes trouve ici une validation scientifique surprenante. Le concept bouddhiste de l'esprit du débutant, cette capacité à approcher l'expérience avec fraîcheur et curiosité, sans les filtres des conditionnements passés, représente précisément le type de flexibilité neurologique que ces adultes doivent cultiver. De même, la pratique chrétienne du « devenir comme un petit enfant » peut être comprise comme une invitation neurothéologique à réactiver ces circuits de jeu, d'émerveillement et de confiance qui ont été prématurément désactivés. L'aspect peut-être le plus fascinant de cette convergence entre neurosciences modernes et sagesse ancienne est la confirmation du potentiel de transformation inhérent à la conscience humaine.
Le cerveau n'est pas un organe statique, figé dans ses configurations précoces, mais un système dynamique en constante évolution. Comme le dit si éloquemment le neuroscientifique Daniel Siegel, là où va l'attention, les neurones s'activent et se connectent. Cette perspective offre un espoir profond aux survivants d'une enfance volée. Si l'attention consciente peut rediriger les flux d'énergie neuronale, alors la guérison devient possible non pas simplement comme un concept abstrait, mais comme une réalité neurobiologique tangible. Les chemins neuronaux de l'hyper-responsabilité, de l'hypervigilance et de l'abnégation peuvent être progressivement remplacés par de nouveaux chemins de présence à soi, d'autocompassion et de joie authentique. Cependant, cette guérison n'est pas instantanée. La reconsolidation des mémoires émotionnelles, ce processus par lequel les souvenirs, une fois réactivés, deviennent temporairement malléables et susceptibles d'être modifiés, exige du temps, de la patience et souvent un accompagnement professionnel. Les circuits neuronaux formés au cours des périodes sensibles du développement précoce sont particulièrement tenaces, nécessitant une reprogrammation délibérée et répétée. Dans les profondeurs de la psyché collective, un archétype ancestral murmure une vérité que toutes les traditions spirituelles ont reconnue. L'enfant doit être enfant avant de devenir adulte. Ce n'est pas simplement une préférence culturelle, mais une nécessité ontologique inscrite dans la structure même de l'expérience humaine. Lorsque cette séquence sacrée est violée, une blessure cosmique se produit, non seulement dans l'âme individuelle, mais dans le tissu même de la réalité sociale. Les traditions bouddhistes parlent de prajna, cette sagesse intuitive qui émerge naturellement lorsque l'esprit est autorisé à se développer selon son propre rythme organique. Le Tao Te Ching nous rappelle que forcer la croissance ne fait que l'entraver. La tradition judéo-chrétienne, dans sa sagesse, nous avertit « Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel ». Une reconnaissance profonde que chaque phase de développement a son propre caractère sacré, sa propre nécessité intrinsèque. Cette sagesse ancestrale trouve aujourd'hui une validation surprenante dans les travaux de la psychologue analytique jungienne Jean Shinoda-Bolen, qui explore comment les archétypes de l'enfant divin et de l'enfant blessé se manifestent dans la psyché de l'adulte qui a été parentifié. L'enfant divin, cet aspect ludique, créatif, spontané de la personnalité, est souvent envoyé en exil intérieur, créant un vide archétypal que rien ne semble pouvoir combler. Les traditions chamaniques du monde entier reconnaissent ce phénomène comme une perte d'âme, une fragmentation de l'essence vitale, où des parties essentielles de l'être sont abandonnées ou dissociées pour survivre à un environnement hostile au développement naturel. Le psychiatre Stanislav Grof, pionnier de la psychologie transpersonnelle, a documenté comment cette blessure peut créer ce qu'il appelle une matrice périnatale négative, un pattern existentiel où l'individu se sent perpétuellement piégé dans un processus de naissance psychologique inachevé. Ce qui est particulièrement fascinant dans cette perspective transpersonnelle, c'est la façon dont elle illumine les stratégies adaptatives complexes que développent les enfants parentifiés. Ces stratégies ne sont pas simplement des mécanismes de défense psychologique, mais des réponses archétypales à une violation de l'ordre cosmique, des masques existentiels que l'âme adopte pour naviguer dans un monde où les lois naturelles du développement ont été perverties. Le premier de ces masques est celui du petit adulte, cette façade de compétences précoces, de maturité au-delà des années, de sagesse apparente qui cache une terreur existentielle profonde. Ce n'est pas simplement une posture psychologique, mais une reconfiguration complète de la présence au monde. Observez attentivement et vous verrez comment ces individus se tiennent différemment, souvent avec une rigidité subtile, comme si leur corps lui-même était engagé dans un acte constant de contention émotionnelle. Le théologien Paul Tillich parlait du courage d'être, cette capacité fondamentale à affirmer sa propre existence face à l'angoisse existentielle. Chez l'enfant parentifié, ce courage est paradoxalement à la fois hypertrophié et atrophié. Hypertrophié dans sa capacité à endurer des responsabilités écrasantes, atrophié dans sa capacité à simplement être, sans faire, sans performer, sans servir une fonction. Un deuxième masque archétypal est celui du sauveur, l'enfant qui intériorise si profondément son rôle de soutien pour les autres que cela devient la totalité de son identité. Cette configuration psychospirituelle résonne profondément avec ce que les traditions mystiques appellent l'ombre de la lumière, la façon dont même les impulsions apparemment les plus nobles peuvent devenir des prisons quand elles émergent d'une blessure non reconnue, plutôt que d'un choix authentique. Le mystique chrétien Thomas Merton écrivait sur ce phénomène « Nous devons nous méfier de l'activité qui se substitue à l'être. Pour l'enfant parentifié devenu adulte, l'aide apportée aux autres devient souvent cette activité substitutive, une façon d'éviter la confrontation avec le vide intérieur, avec l'enfant négligé qui réside toujours au cœur de leur être. Un troisième masque, peut-être le plus insidieux, est celui du caméléon relationnel,
Cette capacité extraordinaire à sentir et à s'adapter instantanément aux besoins émotionnels des autres, souvent au prix d'une déconnexion complète de ses propres besoins et désirs. Ce n'est pas simplement une hypervigilance psychologique, mais une forme de possession archétypale, où l'individu devient littéralement ce que l'autre a besoin qu'il soit. Le philosophe Martin Buber, dans sa réflexion sur les relations je-tu versus je-cela, offre une perspective profonde sur cette dynamique. L'enfant parentifié apprend à se traiter lui-même comme un cela, un objet instrumental au service des besoins des autres, plutôt que comme un tu sacré méritant une relation authentique. Cette objectification de soi devient si profondément internalisée qu'elle persiste bien au-delà des circonstances qui l'ont initialement nécessité. Ces masques archétypaux ne sont pas simplement des constructions psychologiques individuelles. Ils s'inscrivent dans ce que le psychologue analytique James Hillman appellerait l'âme du monde, cette matrice psychique collective qui structure notre expérience partagée. Lorsque des nombres significatifs d'individus portent que les cicatrices d'une enfance volée, c'est le tissu social lui-même qui est affecté, créant des patterns collectifs de dysfonctionnement qui se perpétuent à travers les générations. Les travaux de l'anthropologue Gregory Bateson sur la double contrainte offrent un éclairage fascinant sur cette dimension transgénérationnelle. La parentification crée une double contrainte classique. Sois un enfant, car tu l'es biologiquement et développemental, mais ne sois pas un enfant, car le système familial a besoin que tu fonctionnes comme un adulte. Cette injonction paradoxale crée une fragmentation de l'expérience qui, si elle n'est pas résolue, tend à se reproduire dans la génération suivante. Les traditions spirituelles du monde entier offrent des perspectives puissantes sur la guérison de cette blessure ancestrale. La pratique bouddhiste du Tonglen, prendre la souffrance et donner le bonheur, peut être particulièrement transformatrice pour ceux qui ont été conditionnés à porter la souffrance des autres sans recevoir en retour. Cette pratique permet de transformer un pattern de sacrifice unilatéral en un échange compassionnel authentique. Le concept hindou de Svadharma, l'idée que chaque être a un chemin spirituel unique qui lui est propre, offre une perspective libératrice pour ceux dont l'individualité a été sacrifiée sur l'autel des besoins familiaux. Reconnaître et honorer son Svadharma devient un acte spirituel radical pour l'adulte anciennement parentifié, une affirmation que leur existence a une valeur et un sens intrinsèque, au-delà de leur utilité pour les autres. La tradition mystique juive de la Kabbale parle de Tikkun Olam, la réparation du monde, comme la tâche spirituelle fondamentale de l'humanité. Pour l'adulte qui a subi une parentification, cette réparation commence nécessairement par l'intérieur, par la récupération et l'intégration des fragments d'âme abandonnés dans les décombres d'une enfance volée. Ce n'est qu'à travers ce travail intérieur profond que peut émerger une capacité authentique à contribuer à la guérison collective. Le psychologue transpersonnel Jack Kornfield raconte l'histoire d'un maître bouddhiste qui, questionné sur l'illumination, répondit « Après l'illumination, la lessive ». Cette sagesse terre-à-terre capture parfaitement le défi qui attend l'adulte anciennement parentifié sur le chemin de la guérison. Comment réintégrer les aspects transcendants de l'expérience avec les réalités immanentes de la vie quotidienne ? Comment recréer une relation saine avec la responsabilité après que celle-ci ait été si profondément déformée par l'expérience précoce ? La réponse se trouve peut-être dans ce que le philosophe Ken Wilber appelle l'intégration pré-âme-trans. La reconnaissance que la véritable maturité spirituelle n'implique pas de sauter les étapes du développement, mais de les intégrer toutes dans une conscience plus expansive. Pour l'adulte anciennement parentifié, cela signifie souvent retourner en arrière pour récupérer et intégrer les aspects négligés du développement avant de pouvoir avancer vers une authentique transcendance. Ils sont parmi nous. Des adultes qui marchent, parlent et fonctionnent, mais dont l'enfance a été arrachée comme une page déchirée d'un livre inachevé. Aujourd'hui, 73% des troubles psychologiques chez l'adulte trouvent leurs racines dans une blessure d'enfance non cicatrisée. Un enfant sur 4 vit une situation qui vole son droit d'être simplement un enfant. Chaque seconde, quelque part, une âme immature est forcée de grandir trop vite, une statistique qu'on préfère ignorer, enfouie dans l'ombre de notre conscience collective. Bienvenue dans les profondeurs de l'enfance volée. Qu'arrive-t-il réellement lorsqu'un être humain est privé de la phase essentielle où son esprit devrait apprendre à jouer, à rêver, à explorer sans la lourdeur des responsabilités d'adulte? Ce n'est pas simplement une période manquante dans un album photo de famille. C'est une amputation psychologique dont les conséquences se propagent comme un poison silencieux tout au long de l'existence. L'enfance n'est pas un luxe. C'est un droit fondamental, un besoin neurologique absolu. Quand elle est volée, ce n'est pas seulement le passé qui est affecté, mais l'avenir entier qui se réécrit dans l'ombre d'une blessure originelle. Nous allons explorer ensemble un territoire sombre que la psychologie moderne commence à peine à cartographier avec précision. La métamorphose forcée de l'enfant en pseudo-adulte. Un processus de transformation contre nature qui crée des êtres fonctionnels en apparence,
mais fracturés dans leur fondation même. Dans les couloirs silencieux de cabinets de thérapeutes du monde entier, ils se présentent avec des symptômes variés. Dépression, anxiété, troubles de l'attachement, difficultés relationnelles, mais derrière ces manifestations diverses se cache souvent la même ombre, celle d'une enfance qui n'a jamais été vécue pleinement. Ce phénomène a un nom dans la littérature psychologique contemporaine, la parentification. Mais cette terminologie clinique ne capture pas l'horreur silencieuse de ce qui se produit réellement, une inversion contre nature des rôles, où l'enfant devient le protecteur, le pourvoyeur, le confident, le soignant, l'adulte de substitution dans un système familial dysfonctionnel. L'enfant parentifié est comme un acteur jeté sur la scène de la vie adulte sans répétition, sans script, sans filet de sécurité. Il joue un rôle pour lequel son cerveau en développement n'est fondamentalement pas équipé. Et ce n'est pas une performance temporaire, c'est une identité forcée qui s'imprime dans les circuits neuronaux en formation, créant des schémas qui persisteront bien au-delà de l'enfance elle-même. Imaginez un instant un édifice dont les fondations n'auraient jamais été correctement coulées, mais sur lequel on continuerait pourtant à construire étage après étage. De l'extérieur, la structure peut sembler imposante, peut-être même impressionnante par sa hauteur, mais à l'intérieur, les fissures se propagent, invisibles mais omniprésentes, menaçant l'intégrité de l'ensemble à chaque nouvelle pression, à chaque nouvelle tempête. Cette métaphore architecturale illustre parfaitement ce qui se passe dans le développement psychique d'un enfant privé de son droit à l'insouciance, à l'exploration ludique, à l'erreur sans conséquences graves, en somme, à l'enfance elle-même. Les étages supérieurs de la personnalité adulte s'élèvent, mais sur un fondement instable, créant une structure psychique vulnérable aux effondrements, même des décennies plus tard. La parentification prend différentes formes, chacune laissant sa propre cicatrice distinctive. Il y a la parentification instrumentale, où l'enfant assume des responsabilités physiques, pratiques, devenir le cuisinier, le ménager, le gardien des frères et sœurs plus jeunes. Puis il y a la parentification émotionnelle, peut-être plus insidieuse encore, où l'enfant devient le confident, le thérapeute de facto, le soutien émotionnel du parent lui-même. Dans les cas les plus sévères, nous observons la parentification complète. L'enfant devient le pivot central autour duquel tout le système familial tourne, inversant totalement la hiérarchie naturelle qui devrait exister pour son développement sain. Ce qui rend ce phénomène particulièrement pernicieux, c'est qu'il se produit souvent sous le voile d'une apparente normalité. L'enfant, si mature pour son âge, tellement responsable, un vrai petit adulte, ses compliments superficiels masquent une réalité bien plus sombre, celle d'un être privé des expériences fondamentales nécessaires à son développement neurologique et émotionnel optimal. Les neurosciences nous révèlent aujourd'hui l'ampleur du préjudice. Le cerveau d'un enfant n'est pas simplement une version miniature de celui d'un adulte. C'est un organe en développement actif, dont les différentes régions mûrissent selon un calendrier précis, génétiquement programmé. Le cortex préfrontal, siège de la planification, du jugement, de la régulation émotionnelle, ces capacités qu'on exige prématurément de l'enfant parentifié, n'achève son développement qu'au milieu de la vingtaine. Forcer un enfant à utiliser des structures cérébrales qui ne sont pas encore pleinement formées crée un stress neurologique chronique qui peut littéralement recabler le cerveau. Des études d'imagerie cérébrale montrent des modifications structurelles dans l'amygdale, l'hippocampe et d'autres régions liées au stress et à la mémoire chez les adultes qui ont subi une parentification sévère durant l'enfance. Le prix de cette enfance volée s'étend bien au-delà de l'enfance elle-même. Comme un écho sinistre qui résonne à travers les décennies, ces effets se manifestent dans chaque relation, chaque choix, chaque moment de vulnérabilité. L'adulte qui a été parentifié porte en lui une fatigue existentielle particulière, celle d'avoir commencé à porter le poids du monde bien avant que ses épaules ne soient formées pour le soutenir. Derrière le masque de compétence, de résilience, de force que beaucoup de ces individus développent comme mécanisme de survie, se cache souvent un vide profond, l'absence d'un stade de vie fondamental, qui n'a jamais été pleinement vécu et qui ne peut jamais être complètement récupéré. Un miroir obscurci qui reflète non pas qui ils sont vraiment, mais qui ils ont dû devenir pour survivre. Dans les profondeurs de la psyché humaine se cache un secret troublant que peu osent examiner frontalement. Le phénomène de l'enfant forcé d'abandonner son enfance, une aberration développementale qui déforme l'architecture même de l'âme. Ce n'est pas simplement une anomalie passagère, mais une restructuration fondamentale de l'identité naissante. Pour comprendre véritablement ce phénomène, nous devons plonger dans les abysses de ce que signifie être privé du droit fondamental à l'immaturité nécessaire. L'enfance n'est pas qu'une simple période chronologique, c'est un creuset neurologique et psychologique où se forgent les fondations de l'être. Quand cette phase est interrompue ou corrompue, ce n'est pas simplement un chapitre manquant dans le livre d'une vie, mais une distorsion qui affecte chaque page qui suit. Imaginez un instant un arbre dont les racines seraient constamment exposées au vent et au soleil,
forcés de remplir le rôle des branches avant même d'avoir pu s'ancrer profondément dans le sol nourricier. Cet arbre pourrait survivre, pourrait même sembler s'adapter, mais sa croissance serait fondamentalement déformée, créant une structure instable, vulnérable aux tempêtes de la vie. Voilà l'image parfaite de l'enfant qui n'a pas pu être enfant. La parentification, ce terme clinique qui décrit le processus par lequel un enfant est contraint d'assumer des responsabilités et des rôles normalement réservés aux adultes, n'est pas simplement un fardeau temporaire. C'est une inversion contre nature de l'ordre développemental qui crée ce que j'appellerais une identité palimpseste. Une personnalité adulte écrite par-dessus une enfance effacée mais jamais complètement disparue, dont les traces fantômes influencent chaque pensée, chaque émotion, chaque relation. Dans les cas les plus sévères, nous observons ce que la psychologue Alice Miller nommait le drame de l'enfant doué. Ces enfants qui développent une hypersensibilité précoce aux besoins émotionnels des adultes qui les entourent, au détriment catastrophique de leurs propres besoins développementaux. Ils deviennent des virtuoses de l'adaptation, des experts en détection des humeurs et des désirs des autres, sacrifiant leur propre exploration identitaire sur l'autel des besoins parentaux. Cette hypermaturité apparente masque souvent une immaturité émotionnelle profonde dans certains domaines cruciaux. C'est l'enfant de 8 ans capable de gérer le budget familial, mais incapable de jouer librement. L'adolescent qui conseille sa mère sur ses problèmes conjugaux, mais qui ne sait pas comment former ses propres relations saines avec ses pairs. C'est le paradoxe central de l'enfance volée. Une maturité de façade qui cache des lacunes développementales profondes. La neurobiologie interpersonnelle, champ d'études pionnier développé par le docteur Daniel Siegel, nous offre une perspective fascinante sur ce phénomène. Selon ses recherches, le cerveau humain se développe littéralement en relation avec d'autres cerveaux. Ce qu'on appelle l'esprit relationnel nécessite des interactions spécifiques à chaque stade de développement. Lorsqu'un enfant est forcé d'entrer en relation, non pas comme un enfant avec un adulte qui prend soin de lui, mais comme un pseudo-adulte avec un adulte en besoin, les circuits neuronaux qui se forment sont fondamentalement différents. Ces connexions neuronales atypiques créent ce que les neuroscientifiques appellent désormais des adaptations neurodéveloppementales. Le cerveau s'adapte, certes, mais au prix d'un développement optimal. Les circuits liés à la vigilance, à l'hyper-responsabilité, à l'anticipation des besoins des autres s'hypertrophient, tandis que ceux liés au jeu, à l'exploration sans but, à la prise de risque saine s'atrophient. C'est une reconfiguration neurobiologique dont les effets se feront sentir bien au-delà de l'enfance elle-même. Les recherches de Bruce Perry, psychiatre spécialisé dans le trauma développemental, démontrent que cette reconfiguration peut aller jusqu'à modifier les voies neurobiologiques de la réponse au stress. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ce système complexe qui régule notre réaction au danger, peut être calibré de façon permanente à un niveau d'hypervigilance chronique. L'enfant parentifié vit dans un état d'alerte constante, son système nerveux perpétuellement préparé pour la prochaine crise à gérer, le prochain besoin parental à satisfaire, la prochaine responsabilité à assumer. Cette hyperactivation chronique du système de stress a des conséquences physiologiques profondes. Des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress, pendant les périodes critiques du développement, peuvent littéralement sculpter l'architecture cérébrale, affectant la densité synaptique dans des régions essentielles comme l'hippocampe, crucial pour la mémoire, et le cortex préfrontal, siège du jugement et de la régulation émotionnelle. Ce qui rend cette situation particulièrement perverse, c'est que ces enfants développent souvent un attachement paradoxal à leur rôle parentifié. Il devient une part intégrante de leur identité naissante, une source de valorisation et de sens dans un environnement familial chaotique. Je suis celui qui prend soin des autres devient non pas simplement ce qu'ils font, mais qui ils sont fondamentalement. Cette fusion entre fonction et identité crée ce que les psychanalystes appellent un faux self, une construction identitaire organisée non pas autour des désirs, talents et inclinations authentiques de l'individu, mais autour des besoins du système familial dysfonctionnel. Winnicott, psychanalyste britannique pionnier, décrivait comment ce faux self se développe comme une structure protectrice autour du vrai self vulnérable et non développé. C'est une armure psychique qui permet la survie immédiate, mais entrave le développement authentique. L'enfant parentifié devient expert dans l'art d'être ce que les autres ont besoin qu'il soit, au prix catastrophique de ne jamais découvrir qui il pourrait être authentiquement. Et voilà peut-être la blessure la plus profonde de l'enfance volée, l'aliénation de soi-même. Comment peut-on se connaître quand on n'a jamais eu l'espace sécurisé nécessaire pour explorer, essayer, échouer, recommencer, ce laboratoire existentiel qui est supposé être l'enfance? Comment peut-on développer un sens cohérent de soi quand chaque instinct, chaque émotion, chaque désir a été subordonné aux besoins du système familial? Cette question d'identité devient particulièrement aiguë à l'adolescence et au début de l'âge adulte, période normalement consacrée à l'individuation et à la
séparation. L'adulte émergent qui a été parentifié se retrouve souvent dans un vide existentiel déconcertant. Sans le rôle de petit adulte, qui est-il vraiment? Sans les crises familiales à gérer, quel est son but? Sans les besoins des autres à satisfaire, quels sont ses propres désirs? C'est ici que nous observons souvent l'émergence de ce que la psychothérapeute Joyce Webb appelle le syndrome du vide émotionnel, une sensation profonde d'absence intérieure, comme si une pièce essentielle du puzzle identitaire manquait. Ce vide peut mener à une quête désespérée de remplissage à travers diverses dépendances, au travail, aux relations, aux substances, n'importe quoi pour éviter la confrontation avec ce gouffre intérieur. La psychologie analytique jungienne offre une perspective particulièrement éclairante sur ce phénomène, à travers le concept de l'enfant intérieur blessé. Jung reconnaissait que ces parties de nous-mêmes qui n'ont pas été autorisées à se développer normalement ne disparaissent pas simplement. Elles sont reléguées dans l'ombre, dans l'inconscient, d'où elles continuent d'influencer notre vie de façon mystérieuse et souvent dysfonctionnelle. L'enfant intérieur de l'adulte parentifié reste figé dans un état de besoin non reconnu, de douleur non exprimée, de développement arrêté. Et pourtant, paradoxalement, c'est dans la reconnaissance et la récupération de cet enfant intérieur que réside peut-être le plus grand potentiel de guérison. Comme le disait Jung lui-même, dans chaque adulte se cache un enfant éternel, toujours en devenir, jamais complet, qui appelle constamment attention et éducation. Cette perspective nous offre une lueur d'espoir dans les ténèbres de l'enfance volée. Si l'enfant intérieur n'a pas disparu, mais a simplement été relégué dans l'ombre, alors un chemin de réintégration et de guérison devient possible. Difficile, douloureux, mais possible néanmoins. Dans les laboratoires de neurosciences les plus avancés du monde, une révolution silencieuse est en train de se produire. Des cerveaux d'adultes, cartographiés par IRM fonctionnelle et tractographie, révèlent les cicatrices invisibles d'une enfance volée. Ce ne sont pas des métaphores, mais des altérations structurelles et fonctionnelles bien réelles, gravées dans la matière même qui constitue notre conscience. L'université de Harvard, à travers son centre sur le développement de l'enfant, a publié des données révolutionnaires qui transforment notre compréhension de ce phénomène. Le docteur Charles Nelson et son équipe ont démontré comment le stress toxique chronique, celui qui submerge un enfant sans le soutien adéquat d'adultes bienveillants, peut littéralement reconfigurer l'architecture cérébrale en développement. Ce n'est pas simplement une théorie abstraite, c'est une réalité neurobiologique observable. Imaginez un instant un cerveau en développement comme une forêt luxuriante, où des sentiers se forment en fonction de l'usage. Les chemins fréquemment empruntés deviennent des routes larges, ceux rarement utilisés s'atrophient et disparaissent. Chez l'enfant parentifié, forcé d'utiliser prématurément des capacités cérébrales, normalement réservées à l'adulte, certains chemins neuronaux s'élargissent de façon anormale, tandis que d'autres, ceux liés au jeu, à l'exploration, à l'insouciance, s'étiolent faute d'utilisation. Les travaux du neuroscientifique Bruce McEwen sur l'allostasie et la charge allostatique offrent une perspective fascinante sur ce phénomène. L'allostasie, la capacité du corps à maintenir sa stabilité à travers le changement, est un processus adaptatif essentiel. Mais lorsque les systèmes allostatiques d'un enfant sont constamment activés par des responsabilités écrasantes, une charge allostatique s'accumule, entraînant des changements épigénétiques qui peuvent modifier l'expression des gènes liés à la réponse au stress. Ces modifications épigénétiques constituent peut-être l'aspect le plus troublant de cette recherche. L'enfance volée ne laisse pas seulement des cicatrices psychologiques, elle peut littéralement altérer la façon dont notre ADN s'exprime. Les travaux de Moshe Sif à l'université McGill démontrent comment les expériences précoces de stress peuvent méthyler certains gènes, éteignant certaines expressions génétiques bénéfiques et allumant d'autres, nuisibles, créant ainsi un profil biologique unique de vulnérabilité qui peut persister tout au long de la vie. L'Institut national de la santé mentale aux États-Unis a récemment publié une série d'études longitudinales qui confirment ces hypothèses. Les adultes qui ont été parentifiés durant l'enfance présentent des patterns d'activation cérébrale distinctifs lors de tâches impliquant la régulation émotionnelle. Leur amygdale, ce centre cérébral d'alerte et de réaction émotionnelle, montre une hyperréactivité chronique, tandis que les connexions inhibitrices du cortex préfrontal sont souvent affaiblies, créant un déséquilibre neurologique qui prédispose à l'anxiété et aux troubles de l'humeur. Ce qui est particulièrement fascinant dans ces recherches, c'est la façon dont elles révèlent la spécificité des adaptations neurologiques. Ce ne sont pas des dommages aléatoires, mais des adaptations précises à un environnement particulier. Le cerveau de l'enfant parentifié devient extraordinairement efficace dans certaines fonctions. L'anticipation des besoins des autres, la lecture des signaux émotionnels subtils, la gestion de responsabilités complexes. C'est une spécialisation neurologique
qui aurait pu être avantageuse dans l'environnement familial dysfonctionnel d'origine, mais qui devient maladaptative dans le monde plus large. Les travaux de Stephen Porges sur la théorie polyvagale apportent un éclairage supplémentaire sur ce phénomène. Son modèle du système nerveux autonome comme un système à 3 niveaux, le complexe vagal ventral, engagement social, le système sympathique, mobilisation, et le complexe vagal dorsal, immobilisation, nous aide à comprendre pourquoi tant d'adultes anciennement parentifiés oscillent entre une hypervigilance anxieuse et des états de dissociation profonde. Leur système nerveux autonome, calibré dans un environnement où il devait constamment être en alerte pour les besoins des autres, reste bloqué entre mobilisation défensive et effondrement. Les recherches en neuroimagerie de la Dr. Ruth Lanius, à l'Université Western Ontario, montre des différences significatives dans les réseaux de mode par défaut, ces configurations d'activation cérébrale qui se produisent lorsque nous ne sommes pas engagés dans une tâche spécifique, chez les personnes ayant subi des traumatismes développementaux comme la parentification. Ces différences affectent la conscience de soi, la mémoire autobiographique et la capacité à se projeter dans l'avenir, tous des aspects fondamentaux de notre expérience subjective. Les implications de ces découvertes sont profondes. Elles suggèrent que l'enfance volée n'est pas simplement une expérience subjective douloureuse, mais une réalité neurobiologique objective qui altère fondamentalement la façon dont le cerveau traite l'information, régule les émotions et forme des relations. La bonne nouvelle, cependant, est que la neuroplasticité, cette capacité remarquable du cerveau à se réorganiser, persiste tout au long de la vie. Les chemins neuronaux forgés dans la douleur d'une enfance volée peuvent être remodelés, même si ce processus est long et exigeant. Les recherches de Richard Davidson à l'Université du Wisconsin démontrent comment des pratiques comme la méditation de pleine conscience peuvent, avec le temps, renforcer les connexions préfrontales inhibitrices et calmer l'hyperactivité de l'amygdale. Les travaux de Bessel van der Kolk sur le trauma développemental suggèrent que des approches incorporant le corps, comme le yoga thérapeutique ou la thérapie sensorimotrice, peuvent aider à recalibrer un système nerveux autonome dysrégulé. La thérapie EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, initialement développée pour le traitement du TSPT, s'est avérée particulièrement efficace pour adresser les souvenirs traumatiques liés à la parentification précoce. Cette approche, qui utilise la stimulation bilatérale pour faciliter le traitement neurologique des expériences traumatiques, peut aider à désamorcer la charge émotionnelle associée aux souvenirs de responsabilités écrasantes et de besoins non satisfaits. Au-delà de ces approches spécifiques, les recherches en neurosciences affectives soulignent l'importance cruciale des relations réparatrices. Le travail de Louis Cozzolino sur la neuroscience des relations humaines démontre comment des relations thérapeutiques sécurisantes peuvent littéralement réorganiser les circuits neuronaux d'attachement. Pour l'adulte anciennement parentifié, dont les modèles relationnels précoces ont été distordus par l'inversion des rôles, ces nouvelles expériences relationnelles peuvent offrir une correction neurobiologique profonde. La sagesse des traditions contemplatives anciennes trouve ici une validation scientifique surprenante. Le concept bouddhiste de l'esprit du débutant, cette capacité à approcher l'expérience avec fraîcheur et curiosité, sans les filtres des conditionnements passés, représente précisément le type de flexibilité neurologique que ces adultes doivent cultiver. De même, la pratique chrétienne du « devenir comme un petit enfant » peut être comprise comme une invitation neurothéologique à réactiver ces circuits de jeu, d'émerveillement et de confiance qui ont été prématurément désactivés. L'aspect peut-être le plus fascinant de cette convergence entre neurosciences modernes et sagesse ancienne est la confirmation du potentiel de transformation inhérent à la conscience humaine. Le cerveau n'est pas un organe statique, figé dans ses configurations précoces, mais un système dynamique en constante évolution. Comme le dit si éloquemment le neuroscientifique Daniel Siegel, « là où va l'attention, les neurones s'activent et se connectent ». Cette perspective offre un espoir profond aux survivants d'une enfance volée. Si l'attention consciente peut rediriger les flux d'énergie neuronale, alors la guérison devient possible non pas simplement comme un concept abstrait, mais comme une réalité neurobiologique tangible. Les chemins neuronaux de l'hyper-responsabilité, de l'hypervigilance et de l'abnégation peuvent être progressivement remplacés par de nouveaux chemins de présence à soi, d'autocompassion et de joie authentique. Cependant, cette guérison n'est pas instantanée. La reconsolidation des mémoires émotionnelles, ce processus par lequel les souvenirs, une fois réactivés, deviennent temporairement malléables et susceptibles d'être modifiés, exige du temps, de la patience et souvent un accompagnement professionnel. Les circuits neuronaux formés au cours des périodes sensibles du développement précoce sont particulièrement tenaces, nécessitant une reprogrammation délibérée et répétée. Dans les profondeurs de la psyché collective, un archétype ancestral murmure une vérité que toutes les traditions spirituelles ont reconnue.
L'enfant doit être enfant avant de devenir adulte. Ce n'est pas simplement une préférence culturelle, mais une nécessité ontologique inscrite dans la structure même de l'expérience humaine. Lorsque cette séquence sacrée est violée, une blessure cosmique se produit, non seulement dans l'âme individuelle, mais dans le tissu même de la réalité sociale. Les traditions bouddhistes parlent de prajna, cette sagesse intuitive qui émerge naturellement lorsque l'esprit est autorisé à se développer selon son propre rythme organique. Le Tao Te Ching nous rappelle que forcer la croissance ne fait que l'entraver. La tradition judéo-chrétienne, dans sa sagesse, nous avertit « Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel ». Une reconnaissance profonde que chaque phase de développement a son propre caractère sacré, sa propre nécessité intrinsèque. Cette sagesse ancestrale trouve aujourd'hui une validation surprenante dans les travaux de la psychologue analytique jungienne Jean Shinoda Bolen, qui explore comment les archétypes de l'enfant divin et de l'enfant blessé se manifestent dans la psyché de l'adulte qui a été parentifié. L'enfant divin, cet aspect ludique, créatif, spontané de la personnalité, est souvent envoyé en exil intérieur, créant un vide archétypal que rien ne semble pouvoir combler. Les traditions chamaniques du monde entier reconnaissent ce phénomène comme une perte d'âme, une fragmentation de l'essence vitale, où des parties essentielles de l'être sont abandonnées ou dissociées pour survivre à un environnement hostile au développement naturel. Le psychiatre Stanislav Grof, pionnier de la psychologie transpersonnelle, a documenté comment cette blessure peut créer ce qu'il appelle une matrice périnatale négative, un pattern existentiel où l'individu se sent perpétuellement piégé dans un processus de naissance psychologique inachevé. Ce qui est particulièrement fascinant dans cette perspective transpersonnelle, c'est la façon dont elle illumine les stratégies adaptatives complexes que développent les enfants parentifiés. Ces stratégies ne sont pas simplement des mécanismes de défense psychologique, mais des réponses archétypales à une violation de l'ordre cosmique, des masques existentiels que l'âme adopte pour naviguer dans un monde où les lois naturelles du développement ont été perverties. Le premier de ces masques est celui du petit adulte, cette façade de compétences précoces, de maturité au-delà des années, de sagesse apparente qui cache une terreur existentielle profonde. Ce n'est pas simplement une posture psychologique, mais une reconfiguration complète de la présence au monde. Observez attentivement et vous verrez comment ces individus se tiennent différemment, souvent avec une rigidité subtile, comme si leur corps lui-même était engagé dans un acte constant de contention émotionnelle. Le théologien Paul Tillich parlait du courage d'être, cette capacité fondamentale à affirmer sa propre existence face à l'angoisse existentielle. Chez l'enfant parentifié, ce courage est paradoxalement à la fois hypertrophié et atrophié. Hypertrophié dans sa capacité à endurer des responsabilités écrasantes, atrophié dans sa capacité à simplement être, sans faire, sans performer, sans servir une fonction. Un deuxième masque archétypal est celui du sauveur, l'enfant qui intériorise si profondément son rôle de soutien pour les autres que cela devient la totalité de son identité. Cette configuration psychospirituelle résonne profondément avec ce que les traditions mystiques appellent l'ombre de la lumière, la façon dont même les impulsions apparemment les plus nobles peuvent devenir des prisons quand elles émergent d'une blessure non reconnue, plutôt que d'un choix authentique. Le mystique chrétien Thomas Merton écrivait sur ce phénomène « Nous devons nous méfier de l'activité qui se substitue à l'être ». Pour l'enfant parentifié devenu adulte, l'aide apportée aux autres devient souvent cette activité substitutive, une façon d'éviter la confrontation avec le vide intérieur, avec l'enfant négligé qui réside toujours au cœur de leur être. Un troisième masque, peut-être le plus insidieux, est celui du caméléon relationnel, cette capacité extraordinaire à sentir et à s'adapter instantanément aux besoins émotionnels des autres, souvent au prix d'une déconnexion complète de ses propres besoins et désirs. Ce n'est pas simplement une hypervigilance psychologique, mais une forme de possession archétypale, où l'individu devient littéralement ce que l'autre a besoin qu'il soit. Le philosophe Martin Buber, dans sa réflexion sur les relations « je-tu » versus « je-cela », offre une perspective profonde sur cette dynamique. L'enfant parentifié apprend à se traiter lui-même comme un « cela », un objet instrumental au service des besoins des autres, plutôt que comme un « tu » sacré méritant une relation authentique. Cette objectification de soi devient si profondément internalisée qu'elle persiste bien au-delà des circonstances qui l'ont initialement nécessitée. Ces masques archétypaux ne sont pas simplement des constructions psychologiques individuelles. Ils s'inscrivent dans ce que le psychologue analytique James Hillman appellerait l'âme du monde, cette matrice psychique collective qui structure notre expérience partagée. Lorsque des nombres significatifs d'individus portent que les cicatrices d'une enfance volée, c'est le tissu social lui-même qui est affecté, créant des patterns collectifs de dysfonctionnement qui se perpétuent à travers les générations. Les travaux de l'anthropologue Gregory Bateson sur la double contrainte offrent un éclairage fascinant sur cette dimension transgénérationnelle.
La parentification crée une double contrainte classique. Sois un enfant, car tu l'es biologiquement et développementalement, mais ne sois pas un enfant, car le système familial a besoin que tu fonctionnes comme un adulte. Cette injonction paradoxale crée une fragmentation de l'expérience qui, si elle n'est pas résolue, tend à se reproduire dans la génération suivante. Les traditions spirituelles du monde entier offrent des perspectives puissantes sur la guérison de cette blessure ancestrale. La pratique bouddhiste du Tonglen, prendre la souffrance et donner le bonheur, peut être particulièrement transformatrice pour ceux qui ont été conditionnés à porter la souffrance des autres sans recevoir en retour. Cette pratique permet de transformer un pattern de sacrifice unilatéral en un échange compassionnel authentique. Le concept hindou de Svadharma, l'idée que chaque être a un chemin spirituel unique qui lui est propre, offre une perspective libératrice pour ceux dont l'individualité a été sacrifiée sur l'autel des besoins familiaux. Reconnaître et honorer son Svadharma devient un acte spirituel radical pour l'adulte anciennement parentifié, une affirmation que leur existence a une valeur et un sens intrinsèque, au-delà de leur utilité pour les autres. La tradition mystique juive de la Kabbale parle de Tikkun Olam, la réparation du monde, comme la tâche spirituelle fondamentale de l'humanité. Pour l'adulte qui a subi une parentification, cette réparation commence nécessairement par l'intérieur, par la récupération et l'intégration des fragments d'âme abandonnés dans les décombres d'une enfance volée. Ce n'est qu'à travers ce travail intérieur profond que peut émerger une capacité authentique à contribuer à la guérison collective. Le psychologue transpersonnel Jack Canfield raconte l'histoire d'un maître bouddhiste qui, questionné sur l'illumination, répondit « Après l'illumination, la lessive ». Cette sagesse terre-à-terre capture parfaitement le défi qui attend l'adulte anciennement parentifié sur le chemin de la guérison. Comment réintégrer les aspects transcendants de l'expérience avec les réalités immanentes de la vie quotidienne ? Comment recréer une relation saine avec la responsabilité après que celle-ci ait été si profondément déformée par l'expérience précoce ? La réponse se trouve peut-être dans ce que le philosophe Ken Wilber appelle l'intégration pré-âme-trans. La reconnaissance que la véritable maturité spirituelle n'implique pas de sauter les étapes du développement, mais de les intégrer toutes dans une conscience plus expansive. Pour l'adulte anciennement parentifié, cela signifie souvent retourner en arrière pour récupérer et intégrer les aspects négligés du développement avant de pouvoir avancer vers une authentique transcendance. Ils se tiennent parmi nous, ces adultes, aux yeux anciens, portant les cicatrices invisibles d'une guerre développementale qu'ils n'ont jamais choisie. Reconnaître leur présence n'est pas simplement un exercice académique, mais une nécessité urgente, car derrière leur façade soigneusement construite se cachent des signaux d'alarme silencieux qui, une fois décodés, révèlent l'étendue véritable de cette épidémie souterraine d'enfance volée. Le premier de ces signaux, peut-être le plus trompeur, est ce que les psychologues appellent la compétence précoce. Cette capacité remarquable à naviguer des situations complexes, à assumer des responsabilités écrasantes, à fonctionner avec une apparente maturité qui semble miraculeuse aux observateurs extérieurs. Si mature pour son âge, murmure-t-il avec admiration, sans comprendre qu'ils applaudissent les symptômes d'une blessure profonde. Observez attentivement, et vous verrez que cette compétence n'est pas une floraison naturelle, mais une adaptation forcée, comme une plante qui, privée de lumière, s'étire de façon anormale vers la moindre lueur disponible. Elle porte en elle une qualité particulière de rigidité, un manque de cette spontanéité joyeuse qui caractérise le développement sain. L'enfant parentifié ne joue pas au rôle d'adulte, il le vit avec une intensité terrifiante, son système nerveux entier, tendu vers la performance parfaite. Dans les couloirs des écoles, dans les cabinets de thérapeutes, dans les évaluations psychiatriques, ces enfants se présentent souvent avec ce que les cliniciens appellent une façade de faux self. Une présentation extérieure si convaincante qu'elle masque presque entièrement la détresse qui bouillonne sous la surface. Ils sont experts dans l'art de paraître bien, de répondre exactement ce que l'adulte devant eux souhaite entendre, de se rendre presque invisibles dans leur perfection apparente. Ce n'est que dans les fissures momentanées de cette façade que se révèle le deuxième signal d'alarme, une dysrégulation émotionnelle paradoxale. Ces enfants oscillent souvent entre un contrôle émotionnel surhumain, capable de rester calme dans des situations qui submergeraient la plupart des adultes, et des effondrements catastrophiques lorsque leurs ressources intérieures sont finalement épuisées. Comme un élastique tendu au-delà de sa capacité, ils maintiennent une tension extraordinaire jusqu'au point de rupture inévitable. Les travaux du Dr Bruce Perry sur la dissociation développementale éclairent ce phénomène. L'enfant parentifié développe souvent une capacité extraordinaire à compartimenter son expérience, à séparer radicalement sa fonction cognitive de son expérience émotionnelle, créant une fragmentation interne qui permet le fonctionnement à court terme, mais compromet l'intégration psychologique à long terme. Cette dissociation n'est pas un choix conscient, mais une adaptation neurobiologique à des circonstances intenables. Le troisième signal, plus subtil encore, se manifeste dans le corps lui-même. La somatisation,
Cette inscription de la détresse psychique dans la chair est particulièrement prévalente chez les enfants parentifiés. Maux de tête chroniques, douleurs abdominales inexpliquées, fatigue persistante, troubles du sommeil, le corps exprime ce que les mots ne peuvent dire, ce que la conscience elle-même ne peut peut-être pas reconnaître. Les recherches en psychoneuroimmunologie démontrent comment le stress chronique de la parentification peut littéralement altérer le fonctionnement du système immunitaire, rendant ces enfants particulièrement vulnérables aux infections récurrentes, aux maladies auto-immunes, aux troubles inflammatoires chroniques. Le corps garde le compte quand l'esprit est forcé d'oublier. Peut-être le signal le plus troublant, cependant, se manifeste dans la sphère relationnelle. L'enfant parentifié développe ce que les psychologues de l'attachement appellent une adaptation du donneur de soins compulsif, une configuration relationnelle où il se positionne instinctivement comme celui qui doit anticiper et satisfaire les besoins des autres, même au détriment catastrophique de ses propres besoins. Observez attentivement les interactions sociales de ces enfants et vous remarquerez un pattern distinctif. Ils scannent constamment l'environnement pour détecter les signaux émotionnels des autres, ajustant instantanément leur comportement pour accommoder ses besoins perçus. Ce n'est pas simplement de l'empathie, c'est une hyper-vigilance relationnelle, une forme de surveillance perpétuelle née de la conviction profonde que leur sécurité dépend de leur capacité à satisfaire les besoins émotionnels des autres. Dans les relations romantiques adolescentes et adultes, ce pattern prend souvent une tournure particulièrement destructrice. L'adulte anciennement parentifié est magnétiquement attiré par ceux qui recréent la dynamique familiale d'origine, des partenaires qui, consciemment ou non, exploitent cette capacité extraordinaire de don de soi, cette conviction profonde d'être responsable du bien-être émotionnel de l'autre. Ces relations deviennent souvent ce que la thérapeute Pia Mellody appelle des addictions à l'autre, des dynamiques de codépendance où l'individu parentifié dérive son sens d'identité et de valeur presque exclusivement de sa capacité à sauver, à fixer, à contenir les débordements émotionnels du partenaire. C'est une recréation compulsive du traumatisme d'origine, une tentative inconsciente de maîtriser ce qui était autrefois intolérable. Un cinquième signal, particulièrement poignant, se manifeste dans ce que les psychologues développementaux appellent le syndrome de l'imposteur inversé. Non pas la peur d'être découvert comme incompétent, mais la terreur secrète d'être reconnu comme ayant besoin. L'adulte anciennement parentifié peut fonctionner à des niveaux extraordinaires de compétences professionnelles, gravir les échelons du succès apparent, tout en portant la conviction profonde que s'il montre la moindre vulnérabilité, le moindre besoin authentique, tout l'échafaudage s'effondrera. Cette peur n'est pas irrationnelle, mais ancrée dans une expérience développementale réelle, où exprimer des besoins soit menait à la négligence, soit imposer un fardeau insupportable sur un système familial déjà précaire. Je dois être fort devient non pas simplement une préférence, mais une compulsion existentielle, une question de survie psychique. Les recherches du docteur Gabor Maté sur le lien entre parentification et vulnérabilité aux addictions éclairent un sixième signal d'alarme, la propension à développer ce qu'il appelle des addictions de substitution. Privé de la capacité à reconnaître et satisfaire ses besoins authentiques, l'adulte anciennement parentifié cherche souvent le soulagement dans des substances ou comportements qui offrent une régulation temporaire de leur système nerveux chroniquement dysrégulé. Ces addictions peuvent prendre des formes socialement sanctionnées, workaholisme, perfectionnisme, achievement addiction, rendant leur reconnaissance d'autant plus difficile. La société applaudit souvent ces comportements sans voir la souffrance qui les alimente, la façon dont ils perpétuent la déconnexion de soi, qui était originellement une stratégie de survie, mais qui est devenue une prison existentielle. Un septième signal, particulièrement frappant chez les adultes émergents qui ont été parentifiés, est ce que la psychologue Caroline Garland appelle la crise d'individuation inversée. Alors que l'adolescence normale implique une séparation progressive des parents et une définition de soi comme individu distinct, l'adolescent parentifié fait face à un dilemme existentiel unique. Comment se séparer quand on a été le pilier sur lequel reposait la structure familiale entière ? Cette séparation, quand elle se produit, est souvent accompagnée d'une culpabilité écrasante, d'une anxiété dévorante, d'une sensation de trahison fondamentale, non pas la trahison des parents, mais la trahison de ce qui est devenu une part fondamentale de l'identité. Qui suis-je si je ne suis plus celui qui prend soin des autres ? Devient une question ontologique, vertigineuse. Chez certains, cette crise mène à une rupture complète avec la famille d'origine, une séparation brutale qui, bien que parfois nécessaire pour la survie psychique, laisse souvent un vide identitaire béant. Chez d'autres, elle conduit à une prolongation indéfinie de la parentification, une incapacité à jamais se libérer du rôle de sauveur familial, même lorsque cela sabote les possibilités de développement personnel. Le huitième signal se manifeste dans la sphère cognitive sous forme de ce que les psychologues cognitifs appellent distorsion de l'agentivité,
une perception fondamentalement altérée de la causalité et de la responsabilité. L'adulte anciennement parentifié tend à s'attribuer une responsabilité démesurée pour des événements sur lesquels il n'avait en réalité aucun contrôle, perpétuant la croyance fondamentale. Si quelque chose va mal, c'est nécessairement ma faute. J'aurais dû faire plus, être plus, prévoir mieux. Cette hypertrophie du sens de responsabilité est l'inverse exact du trouble de la personnalité antisociale, où la responsabilité personnelle est pathologiquement diminuée. Ici, elle est pathologiquement exagérée, créant un fardeau psychique écrasant et une vulnérabilité particulière à la dépression majeure quand les événements inévitables de la vie démentent cette illusion de contrôle omnipotent. Dans les profondeurs de la psyché, loin des regards, un enfant attend. Ni mort, ni pleinement vivant, il existe dans un état de suspension animée, figé dans le temps, au moment précis où il a été forcé d'abandonner son droit sacré à l'enfance. Cet enfant intérieur exilé n'est pas une simple métaphore poétique, mais une réalité psychologique tangible dont la récupération constitue peut-être le voyage le plus important qu'un adulte anciennement parentifié puisse entreprendre. Le parcours de guérison commence par ce que les psychologues jungiens appellent la reconnaissance de l'ombre, cette capacité à voir et à nommer ce qui a été perdu, ce qui a été sacrifié sur l'autel de la survie familiale. Cette reconnaissance est rarement instantanée, mais plutôt un dévoilement progressif, souvent catalysé par ce que James Hillman nommait le point de rupture nécessaire. Ce moment où les stratégies adaptatives qui ont permis la survie dans l'enfance s'effondrent finalement sous leur propre poids. Pour beaucoup, ce point de rupture survient à des moments prévisibles du cycle de vie. L'entrée dans l'âge adulte, le début d'une relation intime significative, la naissance d'un enfant, la mort d'un parent. Ces transitions évolutives naturelles exigent une réévaluation fondamentale de l'identité qui souvent expose les fissures dans la structure du faux self construit autour de la parentification. Le psychologue existentiel Irvin Yalom parle de l'éveil existentiel, ce moment où les questions fondamentales de sens, de liberté, d'isolement et de mortalité deviennent soudainement pressantes. Pour l'adulte anciennement parentifié, cet éveil prend souvent la forme d'une confrontation déchirante avec le vide intérieur qui se cache derrière la façade de compétence et de contrôle. Un abîme existentiel créé par l'absence d'une enfance vécue pleinement. Le premier protocole de protection contre cette blessure ancestrale implique ce que le thérapeute Pete Walker appelle la réparentification du soi, ce processus délibéré par lequel l'adulte apprend à devenir pour son enfant intérieur le parent qu'il n'a jamais eu. Cette tâche n'est pas simplement émotionnelle, mais neurobiologique. Il s'agit littéralement de créer de nouvelles voies neuronales qui permettent l'autocompassion, l'autoprotection et l'autorégulation. Ce processus commence souvent par des pratiques concrètes d'auto-soin, ces rituels quotidiens qui affirment la valeur inhérente du soi au-delà de sa fonctionnalité. Pour l'adulte anciennement parentifié, ces pratiques peuvent initialement sembler indulgentes, voire honteuses, une réaction qui révèle à quel point la négligence de soi a été internalisée comme vertu morale plutôt que reconnue comme adaptation traumatique. La thérapeute Clarissa Pinkola Estes, dans son œuvre monumentale « Femmes qui courent avec les loups », parle de l'initiation retardée, ce processus par lequel les rites de passage manqués de l'enfance peuvent être récupérés et intégrés même des décennies plus tard. Cette perspective offre un cadre puissant pour comprendre la guérison, non pas comme un retour à un état antérieur hypothétique de normalité, mais comme un voyage initiatique vers une intégration plus profonde. Un aspect crucial de cette initiation implique ce que le psychologue Richard Schwartz, fondateur de la thérapie des systèmes familiaux internes, appelle « désembrouiller les parties parentifiées ». Dans ce modèle, la psyché est comprise comme un système complexe de sous-personnalités ou parties qui se sont développées pour naviguer différentes exigences environnementales. L'adulte anciennement parentifié contient souvent plusieurs parties distinctes figées dans des rôles spécifiques. Le soignant, le responsable, le pacificateur, l'enfant caché. La guérison implique non pas l'élimination de ces parties, qui contiennent souvent des ressources et des sagesses précieuses, mais leur libération des rôles extrêmes qu'elles ont été forcées d'assumer. Le soignant peut apprendre à donner sans s'épuiser. Le responsable peut développer un sens équilibré d'agentivité, le pacificateur peut établir des limites saines, et l'enfant caché peut finalement émerger de l'ombre pour réclamer son droit légitime au jeu, à l'émerveillement et à la dépendance saine. Cette reconfiguration interne est soutenue par ce que les neuroscientifiques interpersonnels appellent l'accordage affectif, cette expérience réparatrice d'être vu, compris et validé dans son expérience émotionnelle authentique. Pour beaucoup d'adultes anciennement parentifiés, la thérapie offre peut-être la première expérience de cet accordage, un espace sacré où ils peuvent expérimenter ce que c'est d'être l'objet de l'attention, plutôt que son dispensateur. La psychologue Janina Fischer, spécialiste du trauma développemental, propose une approche intégrative qui combine la thérapie sensorimotrice, la théorie de l'attachement et la neuroscience affective.
Son protocole de travail avec les parties traumatisées offre un cadre particulièrement efficace pour adresser la fragmentation interne qui caractérise l'expérience de la parentification. Au cœur de cette approche se trouve la pratique de la double conscience, cette capacité à maintenir simultanément une conscience du présent adulte et une connexion compassionnelle avec les parties enfantines blessées. Cette capacité n'est pas innée pour l'adulte anciennement parentifié, dont la survie dépendait souvent précisément de la dissociation de ses parties vulnérables. Le développement de cette double conscience implique ce que les psychologues du trauma appellent l'expansion de la fenêtre de tolérance. Cet élargissement progressif de la capacité à rester présent avec des émotions difficiles sans recourir à la dissociation ou à l'évitement. Ce processus est nécessairement graduel, progressant à un rythme qui respecte les limites du système nerveux en guérison. Un aspect particulièrement délicat de ce travail concerne ce que la psychologue Cathy Steele nomme la phobie de l'attachement. Cette terreur profonde de la dépendance qui caractérise souvent l'adulte anciennement parentifié. Ayant appris précocement que les figures d'attachement sont soit défaillantes, soit vulnérables, ils développent une méfiance fondamentale envers le processus même de l'attachement. La guérison de cette phobie nécessite ce que la théorie de l'attachement appelle des expériences émotionnelles correctrices, ces moments relationnels qui contredisent directement les attentes négatives formées dans l'enfance. Ces expériences peuvent survenir dans le cadre thérapeutique, dans des relations intimes saines ou dans des communautés de soutien spécifiquement focalisées sur la guérison du trauma développemental. Le docteur Bessel van der Kolk, dans son œuvre fondamentale « Le corps n'oublie rien », souligne l'importance cruciale des approches somatiques dans la guérison du trauma développemental. Pour l'adulte anciennement parentifié, dont le corps a souvent été traité comme un simple véhicule pour la fonction plutôt que comme le siège sacré de l'expérience, ces approches offrent une voie de reconnexion particulièrement puissante. Des pratiques comme le yoga trauma-sensible, la somatic experiencing développée par Peter Levine ou la psychothérapie sensorimotrice de Pat Ogden peuvent aider à libérer les tensions chroniques, les postures de vigilance et les énergies figées qui maintiennent littéralement le corps dans un état de préparation perpétuelle au sacrifice de soi. Au-delà de ces approches individuelles, la guérison complète implique souvent un travail au niveau du système familial lui-même. Les thérapeutes familiaux Murray Bowen et Ivan Bozormeny Nagy ont développé des cadres puissants pour comprendre comment la parentification s'inscrit dans des patterns transgénérationnels de loyauté invisibles et de grands livres émotionnels déséquilibrés. Bozormeny Nagy, en particulier, a introduit le concept de justice relationnelle, cette reconnaissance que la guérison implique non pas simplement un changement individuel, mais une reconfiguration des équilibres éthiques au sein du système familial entier. Pour beaucoup d'adultes anciennement parentifiés, cette reconfiguration nécessite l'établissement de limites claires, parfois même une distance temporaire ou permanente avec la famille d'origine. La guérison ultime, cependant, transcende même le niveau familial pour toucher ce que le psychiatre et philosophe Stanislav Grof appelle la dimension transpersonnelle. Cette reconnexion avec un sens plus large de sens, de but et d'appartenance qui dépasse les blessures individuelles. Pour beaucoup d'adultes, anciennement parentifiés, cette dimension offre une contextualisation précieuse de leur souffrance. Dans cette perspective élargie, l'enfance volée peut être comprise non pas simplement comme une injustice personnelle, mais comme une manifestation d'un déséquilibre collectif plus profond. Une culture qui dévalorise systématiquement l'enfance, qui érige l'autosuffisance en vertu suprême, qui fragmentise les structures de soutien communautaire qui auraient historiquement protégé contre la parentification. Les traditions spirituelles du monde entier offrent des cadres puissants pour cette recontextualisation. La tradition bouddhiste, avec sa reconnaissance de la souffrance universelle et son chemin vers la compassion, peut être particulièrement réparatrice. De même, la tradition chrétienne, avec son affirmation radicale de la valeur inhérente de chaque être au-delà de sa fonctionnalité, offre un contrepoids puissant au conditionnement de l'adulte parentifié. Le voyage de guérison culmine dans ce que le psychologue existentiel Viktor Frankl appellerait la transcendance de soi, cette capacité à transformer la souffrance personnelle en sens et en service authentique. Contrairement au faux altruisme qui caractérise la parentification, cette forme de service émerge non pas de la peur ou de la compulsion, mais d'une plénitude intérieure retrouvée. L'adulte guéri de la parentification développe ce que Carl Jung appelait l'égoïsme sacré, cette capacité paradoxale à centrer sa propre expérience sans tomber dans le narcissisme, à établir des limites saines sans se couper des autres, à donner depuis l'abondance plutôt que depuis la peur. Ce n'est pas un état final statique, mais un processus dynamique d'équilibrage continuel. Au cœur de cette guérison se trouve peut-être la réconciliation la plus profonde, celle entre l'adulte fonctionnel qui a survécu et l'enfant vulnérable qui a été sacrifié. Cette réconciliation n'efface pas les cicatrices de l'enfance volée, mais les intègre dans une identité plus expansive, plus fluide, plus authentique, une identité capable d'embrasser simultanément la sagesse acquise dans la souffrance et l'émerveillement retrouvé.
de l'enfant intérieur libéré. Dans les mots poignants du poète Rainer Maria Rilke, la seule manière de servir est celle qui grandit de l'intérieur comme un fruit. Tout est gestation, puis enfantement. Pour l'adulte anciennement parentifié, la vraie guérison n'est pas un retour à une innocence hypothétique jamais vécue, mais une naissance douloureuse, puissante, transformatrice, dans une authenticité qui embrasse toutes les parties de soi, y compris celles qui ont été exilées dans les ombres d'une enfance volée. Et dans cette naissance, dans cette récupération, dans cette intégration, réside peut-être la vérité la plus profonde. L'enfant intérieur n'a jamais vraiment disparu. Il a attendu patiemment, dans les profondeurs de la psyché, pour le moment où il serait enfin sécuritaire de réapparaître. Et quand ce moment arrive, il apporte avec lui non pas simplement les blessures du passé, mais les dons précieux qui n'ont jamais pu être pleinement exprimés, la créativité, la spontanéité, la joie, qui sont le droit de naissance de chaque être humain. Dans les mots du psychologue Donald Winnicott, c'est dans le jeu, et seulement dans le jeu, que l'individu, enfant ou adulte, est capable d'être créatif et d'utiliser sa personnalité tout entière. Et c'est seulement en étant créatif que l'individu découvre le soi. Pour l'adulte qui a été parentifié, le jeu n'est pas simplement une activité plaisante, mais un acte révolutionnaire de récupération. Une déclaration que, finalement, l'enfance volée peut être, sinon récupérée dans sa totalité, du moins honorée, intégrée et transformée en une sagesse profonde qui enrichit non seulement la vie individuelle, mais le monde entier.